Voilà, ce documentaire donc de 52 minutes, Tupperware, la petite boîte émancipée, une coproduction avec France 3 Centre Val-de-Loire. On va retrouver tout de suite nos invités. Je vais m'adresser dans un premier temps donc à vous, Jean-Yves Bauche. Tout est allé très très vite. On a eu l'impression, ça s'est accéléré. Est-ce qu'il n'y avait pas eu avant, sur la fermeture de l'usine de Joué-les-Tours, quelques petits indices quand même qui auraient pu vous mettre la puce à l'oreille? Des indices, on en a eu, oui, parce qu'il y a des machines qui partaient. C'est ça. Il n'y avait aucun investissement déjà. Mais on avait une direction qui nous a dit que l'usine française ne serait pas touchée par une fermeture ou des licenciements. On y a cru. Et puis à l'arrivée, on se rend compte que c'est un peu de l'hypocrisie, quoi. Même sentiment? Tout à fait le même sentiment. Mais le regret, c'est qu'on ne soit pas passé par des cases chômage partiel, et que Tupperware demande de l'aide justement au niveau des élus. Il y avait certainement des choses à faire qui étaient moins brutales que ce qui s'est passé le 19 octobre. On a l'impression quand même que c'était, excusez-moi l'expression, mais un peu à la hussarde. Ça s'est fait d'une façon assez violente quand même. Complètement, mais je pense que, société américaine, le social n'est pas leur fer de lance. Donc, on savait qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose à trancher, ça s'est déjà passé en Espagne, en Angleterre, de la même manière. Ce que nous disait notre vice-président manufacturing début janvier 2017 nous confortait dans le sens où on pensait que le site allait rester, peut-être avec une réduction d'activité et peut-être une réduction de personnel, ou emmener des personnes proches de la retraite sous une forme ou une autre vers la retraite. Mais cette annonce brutale a été vraiment le coup de massue qui a fait que 235 salariés sont actuellement dans le néant. Alors, on va regarder tout de suite une carte de l'Europe, ce qui va peut-être nous faire comprendre aussi un certain nombre de choses. Sur cette carte de l'Europe, il y a l'usine de Belgique, de Tupperware. On a rayé, bien entendu, celle de Joué-les-Tours. C'est fini, puisque ça sera fini le 28 février. Il y en a une au Portugal, il y en a une en Grèce. Celle du Portugal et celle de la Grèce, on a l'impression qu'on sait un peu pourquoi elles n'ont pas de difficulté, ou elles en ont? Elles en ont. Oui. À partir du moment où le marketing est en baisse, obligatoirement, leur capacité de production va diminuer. Les 25-30% qui étaient faits en France vont être dispatchés sur ces 3 usines. On va remonter sensiblement le niveau de production. Oui, parce que la vente, elle continue en France. La vente continue, oui, Voilà. oui. Notre service marketing fonctionne. Avec des difficultés, certes, actuellement, on les connaît. On en reparlera tout à l'heure. Des mesures sont déjà en cours pour 2018. L'usine de Belgique, elle va se retrouver avec du travail en plus ou Oui, vu que la France ferme, ce qu'on produisait en France va être dispatché, comme disait Pascal, sur les 3 usines. Une partie va être soit en Belgique, Portugal ou en Grèce, quoi. Je dois pas dire, Gilles, vous avez été au courant du dossier très tôt? Assez vite? Assez vite, non, en même temps que tout le monde, là, 19 octobre, voilà, et puis participer à une réunion que le préfet, le prédécesseur de Madame la préfète avait organisée, qui est une réunion assez tendue avec la direction. Je me rappelle aussi M. Ogis, maire de Joué-les-Tours, faisant remarquer que quand lui-même, ayant des inquiétudes, avait interrogé l'entreprise. On l'avait bercé de bonnes paroles. Et donc, et puis, on avait compris que c'était très tendu, puisque l'entreprise n'était même pas venue avec son DRH, mais avec tout de suite son avocat. Et l'entreprise qui était chargée de faire la cellule de reclassement. Donc, ça veut dire que voilà, il y avait quelque chose de pensé, quand même, malheureusement. Mais moi, je pense qu'il y a eu une accélération liée, je l'ai dit, aux ordonnances Macron. Vous savez, dont une des finalités était d'assouplir, comme on dit en termes choisis, d'assouplir les règles du licenciement économique. Et là, l'assouplissement qui a intéressé Tupperware, c'est de dire, jusqu'à maintenant, et même au moment de la loi travail, les députés socialistes s'étaient opposés à ce changement qui était voulu par Macron, qui était ministre à l'époque. C'était de dire qu'on apprécie les difficultés économiques d'une entreprise au niveau du groupe.
Et si on les apprécie au niveau du groupe monde, évidemment, il y a une baisse de consommation ou de commercialisation en Europe de 27%, mais le groupe au niveau monde fait 2 milliards de chiffre d'affaires et fait 200 millions de bénéfices, même si ça a un peu baissé. Mais bon, ils ont il y a eu des bonnes années, oui, bien sûr. Jusqu'à 2010 à peu près. Et puis ils nous Ouais. l'ont expliqué très, très froidement. Ils ont des difficultés en Europe parce que le conditionnement plastique, on hésite à mettre des plats en plastique au micro-ondes, c'est ça qui les inquiète, alors que toute l'Afrique et l'Asie est en plein développement, donc ils ont commencé à déplacer leurs usines et les machines. On sait qu'elles sont parties en Afrique du Sud. Mais voilà, il y a eu une accélération. Et vous avez raison de présenter la carte d'Europe parce que on ferme l'entreprise qui est la plus compétitive. Oui. On licencie des gens aujourd'hui quasiment parce qu'ils sont trop compétitifs. Donc vous avez à la fois une productivité excellente et en même temps une baisse de commercialisation. Donc ils se disent au niveau européen, il faudrait fermer une entreprise et ils ont vu que c'était l'entreprise française qui était juridiquement la plus facile à fermer, puis peut-être aussi qu'ils ont tenu compte du fait que la pyramide des âges faisait qu'il y avait une moyenne d'âge aussi élevée. Peut-être ça sera ça a été. On a connu cette situation chez Michelin. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Où il y a un raisonnement. Je ne suis pas sûr, mais c'est un des éléments. Non. Moi, je pense qu'ils ont fermé la France pour plusieurs raisons. Ouais. Comme vous dites, les ordonnances Macron qui ont facilité la fermeture. Ouais. Mais bon, ils ont été vers le Portugal ou la Grèce où la main-d'œuvre est moins chère aussi. Pour avoir quand même plus de bénéfices. C'est la raison pour laquelle j'ai insisté sur. Parce qu'on était quand même en concurrence en fermeture au niveau de la Belgique. Mais comme c'est une maison mère, c'était la première usine en Europe. 62, 63. Première usine en Europe. Bon, il fallait sacrifier une usine, ils ont sacrifié la France. Madame la préfète, quand vous êtes arrivée dans la région, vous connaissiez déjà le dossier, on vous l'avait transmis en disant c'est 235 emplois, c'est pour bientôt. Oui, bien sûr. Mon prédécesseur m'avait passé les informations. Passer les consignes, alerter sur l'ampleur des licenciements à venir. Donc, en arrivant, je savais que le dossier était ouvert. Oui. Alors, j'avais dit avant le documentaire, et j'ai précisé que quand vous êtes arrivé, vous dites au bon moment, mais pour précipiter les négociations, parce que vous étiez là, dans un système où plus personne ne se parlait. C'était complètement bloqué. Qu'est-ce qui a fait que ça a débloqué ? La présence de l'État ? Votre présence ? Non, je n'aurais pas cette prétention-là. Les négociations avaient quand même été très, très intenses sur le PSE lui-même. Les salariés, l'entreprise avaient la volonté malgré tout de faire un PSE qui permette des dispositions pour essayer de retrouver de l'emploi pour les personnels qui allaient être licenciés. La question de l'indemnité supralégale restait sur la table et elle est importante, vous l'avez dit. L'entreprise a des salariés qui sont là depuis très longtemps. Certains sont en âge avancé, anciens. Et on sait que c'est difficile de retrouver du travail, on va dire, au-delà de 55 ans. Donc la négociation de la supralégale était extrêmement importante et elle était très tendue parce que les positions des uns et des autres étaient très éloignées au début de la négociation, je crois qu'on peut le dire. Ce qu'espéraient les salariés et ce que l'entreprise a mis sur la table, vraiment, n'était pas rapprochable. Donc, il y a eu tout un round de négociations sur ce sujet. Puis, à un moment donné, je crois qu'étant parti de trop loin, les négociations sont arrêtées. Et puis, les uns et les autres sont venus nous chercher. Et puis, moi, mon objectif, c'est 235 salariés qui vont être licenciés. C'est énorme. Et puis, ce sont des gens qu'il faut aider. Je veux dire, ceux qu'il faut aider dans l'histoire, c'est les salariés. Voilà, donc il y avait cette volonté d'aller plus loin. Et puis nous sommes allés ensemble voir le délégué aux restructurations industrielles à Paris. Et puis moi, j'avais déjà en amont proposé la médiation de l'État. C'est le rôle de l'État que de faire ça. Et puis on a négocié aussi avec l'entreprise et puis avec les salariés. Puis après, on a mis tout le monde autour de la table. Et puis après, les uns et les autres ont repris la discussion. Voilà comment ça s'est passé. Mais je pense que les négociations sur la supralégale, petit 1, étaient très importantes pour les salariés. Et petit 2, les négociations étaient parties de trop loin pour que ça se déroule normalement. D'accord. On va revenir sur vous, Mathieu, parce que vous avez suivi toute cette période, pratiquement tous les jours. Oui, tous les jours. En tout cas, on a fait un suivi en effet régulier
auprès des salariés Tupperware, auprès de la direction, on a eu les mêmes problèmes que vous aujourd'hui, c'est-à-dire que on a eu voilà, beaucoup de fins de non-recevoir. Voilà. Ils n'ont jamais voulu communiquer, c'est leur droit, c'est leur choix. Mais en effet, après, c'est important d'être aux côtés des salariés aussi, de montrer qu'il y avait un relais médiatique. C'est même quelquefois étonnant, parce que quand on les appelle, on va vous passer quelqu'un, et subitement on entend bip, 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 bip. Voilà. Ça veut dire qu'on n'a pas eu la personne en ligne. La connexion avec les États-Unis, elle est un peu... c'est un peu loin, voilà. On va regarder un reportage. On va se retrouver quelques semaines en avant et vous allez comprendre l'ambiance qu'il y avait à Tupperware. Rien à dire. Telle est la réaction de la grande majorité des salariés de Tupperware. Hier, stupéfaits, ils ont appris la prochaine fermeture de leur usine. Les rares employés qui nous livrent leurs sentiments sont écœurés. Comme on dit, les bras nous tombaient, quoi. C'est fini, quoi. Vous vous attendiez pas à ça? Ah, pas du tout. Il y a eu un choc émotionnel hier. Les médecins le confirmeront, les chocs émotionnels, c'est très mauvais pour la santé. Il y a beaucoup de couples, dont certains avec des enfants et des situations financières qui risquent d'être catastrophiques pour eux. 4 ans après la suppression de 740 emplois chez Michelin, toujours à jouer les tours, c'est un nouveau coup dur pour la 2e ville du département d'Indre-et-Loire. Les Jocondiens accusent le coup, eux aussi. Déjà Michelin avait fermé, maintenant je pense l'entreprise Tupperware, donc écoutez, c'est pas très bon pour les finances de la ville et puis surtout pour les employés. C'est avant tout à eux que je pense. Je connaissais des gens qui y travaillaient, mais effectivement, une délocalisation encore, c'est comme d'habitude, ça continue, quoi. Ça va être une catastrophe, 200 et quelques emplois en moins dans le secteur. Ça va jouer forcément aussi sur les commerces de proximité. C'était des bons clients, sympathiques, voilà. Moi, je pensais que ça fonctionnait bien, cette entreprise. C'est vraiment déplorable, quoi. La direction, qui n'a pas souhaité rencontrer la presse, invoque une surcapacité de production en Europe et la nécessité de rétablir sa compétitivité. Une considération très éloignée des préoccupations des salariés dont la moyenne d'âge est de 50 ans. On reste quand même professionnel. On est à 50 ans, mais on n'est pas mort à 50 ans. Donc on est quand même actif, on est réactif et on est quand même assez intelligent pour avoir des tâches même difficiles, on les fait. Trouver un repreneur, c'est l'espoir des représentants syndicaux. De là à sauver la totalité des 235 emplois menacés, rien n'est moins sûr. Voilà, ce reportage, il est daté. Voilà, on était présents ce jour-là. C'était le lendemain du 19, donc ça date du mois d'octobre. Je voudrais que vous puissiez me raconter, vu de l'intérieur, à partir du 19, qu'est-ce qui s'est passé? Et vous aussi, Mathieu, vous allez pouvoir nous le raconter parce que vous avez suivi. Lequel des deux Comme vous voulez. On a senti très nettement que... Un abattement, surtout. Monsieur, ouais. Comme je vous ai dit, à partir du 19, on nous a annoncé ça en une demi-heure, la fermeture. En une demi-heure? On a eu une réunion, une demi-heure après, on savait qu'on était viré, quoi. Ce que je veux dire, que la boîte fermée, quoi. D'accord. On nous envoyait un SMS et fait la même chose. Ouais. Quand on a appris ça, on a convoqué les salariés pour leur exprimer, pour leur dire ce qui était passé. Ils ont pris, ils ont eu de la colère tout de suite, quoi. Ce que je veux dire, ils se sont sentis trahis et sans explication, quoi. Ça a été très dur à vivre au départ, quoi. Il n'y avait pas de tentative d'explication parce que vous avez quand même vu des éléments au départ qui pouvaient vous faire penser que... Les explications sont vraiment venues après avec le PSE. Pourquoi la fermeture quels étaient les projets 2018 mais sur cette première réunion, ça a vraiment été très rapide. Monsieur De Broer, qui est le vice-président manufacturing, a laissé le taxi allumé devant la porte de chez Tupperware, prêt à repartir. Ça s'est passé comme ça. D'accord, donc il était très pressé. Je pense. Je ne sais pas s'il avait un avion ou peur de quelque chose, mais... Le moteur tournait en tout cas. Le moteur tournait. Voilà. Mathieu, ça a été assez brutal en fait. Oui, c'est ça ce que l'on a tous constaté, voilà, c'est la brutalité des choses. C'est la brutalité des choses en une demi-heure en effet, auprès des salariés, voilà, avec un taxi qui tourne toujours devant l'usine, c'est symboliquement un signe fort, un communiqué de presse. Alors évidemment c'est toujours froid un communiqué de presse, mais qui était vraiment très chiffré, voilà, c'est comme ça, au revoir, auprès des territoires. Enfin, Monsieur Ogis, le maire de Joué-les-Tours, pareil, a appris ça par un coup de téléphone entre deux... Tout s'est fait très rapidement et on avait eu l'impression que voilà, c'est plié, c'est au revoir. C'est un certain manque de respect en tout cas
pour les salariés déjà. Et je pense que c'est comme ça. Hein. Et je parle vraiment sous leur couvert qu'ils l'ont vécu. On l'a ressenti complètement comme ça. C'est quelque chose qui a pu se faire d'une manière complètement différente. Surtout que M. De Brouwer était passé en janvier en nous prédisant un avenir difficile mais réalisable. À partir du moment où il y avait peut-être une susceptible remontée du marketing, il y avait encore des choses à faire. Mais on verra tout à l'heure qu'ils se sont peut-être pris un peu les pieds dans le tapis et qu'ils sont allés un peu trop vite sur certaines choses. Et que, on peut en reparler un petit peu après. Oui, c'est la suite du plan social où là, on apprend des choses qui sont un peu incohérentes. On a évoqué tout à l'heure, la préfète, on a évoqué les ordonnances Macron. La députée que j'avais invitée d'ailleurs de venir n'a pas souhaité donc venir à ce débat parce qu'elle avait, il faut l'expliquer, hein, elle avait un planning assez chargé, elle ne pouvait pas venir. Est-ce que quand on parle des ordonnances Macron, elle défend, elle dit non, ça n'a strictement aucun rapport. Pourtant, dans tous les discours, dans tous les débats qu'on a pu entendre, on dit que les ordonnances Macron, ont permis cette rapidité des choses. Oui. Alors, c'est pas les ordonnances Macron qui ont fait. D'abord, c'est une, mais oui. Même au-delà de ça, c'est pas les ordonnances Macron qui expliquent. Je pense que l'entreprise était en mauvais état et pas le site de Jouer les Tours, mais sur toute l'Europe de l'Ouest. Vous l'avez dit, ou c'est Monsieur Gilles qui le disait tout à l'heure. Il y avait depuis au moins 3 ans. Des pertes de chiffre d'affaires importantes, il y avait une surproduction dans plusieurs usines, donc il y avait une situation économique difficile. Ça, c'est incontestable. Et c'est ça qui a provoqué la décision du groupe Tupperware. Là où des questions peuvent se poser, c'est est-ce que le groupe Tupperware aurait pu choisir une autre voie que de fermer complètement l'usine de Jouer les Tours. Est-ce que vous pensez qu'ils auraient pu trouver une autre voie ? Alors, bien sûr, oui. Bien sûr. Sauf que les salariés ont fait réaliser une étude économique qui exprime combien rapporte, entre guillemets, pour le groupe, la fermeture de l'usine. Donc, je crois de mémoire, c'est 13,7 millions. Oui, c'est exactement 13 millions. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec vous sur certaines choses. Ouais, vous échangez, hein. Oui. Après, je vous laisserai. Moi, je n'ai pas d'avis, je n'ai pas d'opinion. Simplement, fermer Jouer les Tours, ça rapporte au groupe 13,7 millions, 13 millions. Le groupe est en déficit en Europe. Donc, il faut rétablir la situation en Europe. C'est une solution facile. Il y avait probablement d'autres solutions, plus compliquées, moins rentable, entre guillemets, pour le groupe. Il y avait probablement d'autres solutions. Mais c'est faux de dire qu'il y a un lien entre l'ordonnance Macron qui, comme le rappelait M. Gilles, permet à un groupe d'apprécier sa situation dans une aire géographique qui est la France, au lieu de l'apprécier dans une aire géographique plus grande. Mais ce n'est pas ça qui a fait que l'usine est ferme. Ce qui fait que l'usine ferme, c'est ses résultats économiques. Alors après, il y avait d'autres, vous le disiez, il y avait d'autres choix. On aurait pu faire du chômage partiel, répartir la surproduction sur plusieurs usines. C'était possible. On va vous entendre là, oui. Il y avait des possibilités. Déjà, il y a des choses qui me gênent parce qu'on parle de chiffre d'affaires, de baisse de chiffre d'affaires. Ordonnance Macron, 4 trimestres avec une baisse du chiffre d'affaires peut être une conséquence d'une fermeture. Ça en fait partie. Alors que les bénéfices existent toujours. Bénéfices de l'usine sont toujours là, 7,4%. Ah, c'est beaucoup. Mais pas satisfaisant. Pourquoi ? Une machine qui est à l'arrêt, c'est vrai, ça a un coût. Mais elle est à l'arrêt, elle ne fonctionne pas, ce n'est pas non plus quelque chose de dramatique à partir du moment où on continue à faire des bénéfices. Alors qu'on a marché en fait en nombre de machines par employé dans toutes les structures, on marche comme ça, ce qui fait qu'au bout d'un moment, déjà, on a augmenté la Grèce, 30% de plus de production en Grèce. On en ôte un petit peu à la France. Donc après, si on divise le nombre de machines qui fonctionnent par le nombre d'employés, obligatoirement, ça donne quelque chose qui est négatif. Donc je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait du chiffre d'affaires. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous parce qu'en Europe, ils ne perdent pas d'argent. Ils en gagnent moins. Ce n'est pas la même chose. Et comme on vous a dit, Macron a favorisé la fermeture de l'usine. Ce n'est pas de sa faute, comme la plupart disent, il a favorisé par rapport aux critères de sélection. Mais l'Europe perd pas d'argent
en gagne moins. C'est pas la même chose. Et comme disait Pascal, 7,5% de bénéfices, certains groupes ne le font pas, quoi. Alors on ne peut pas me dire que c'était un point de vue économique. Je ne suis pas d'accord. Mathieu, quand on a appris la nouvelle, on a eu vraiment l'impression, on imaginait que Tupperware, ça marchait bien. Oui, alors Tupperware... chez les Tourangeaux, tous ceux bien qui sûr, vivaient autour, Tupperware c'est une institution, l'usine était là depuis 1973, c'est la Ouais. seule en France. Ouais. En effet, il y a une certaine fierté dans un territoire d'avoir un pôle économique comme ça important et majeur. Donc en effet, on a eu l'impression que Tupperware marchait bien. Après, on va pas se leurrer non plus. On sait que le modèle de vente est peut-être un peu dépassé, ou en tout cas n'a pas été renouvelé. Il y a eu peut-être un manque d'investissement à un moment donné de l'entreprise, des mauvais choix stratégiques également, c'est une possibilité. Aujourd'hui, ça ressemble tout de même, pour revenir au cas concret de la fermeture, à une délocalisation un petit peu déguisée. Et le mot n'a pas été beaucoup employé. J'ai été surpris tout au long de ces semaines de lutte. On ne l'a pas trop employé, mais ça ressemble à ça quand même. Oui. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit. Moi, je l'avais employé parce que délocalisation. c'est ça. Si on fait une comparaison, je pense que c'est l'exemple de comment les choses vont se passer maintenant, notamment la rapidité d'une fermeture d'une entreprise. On a connu d'autres conflits qui duraient longtemps, ce qui n'était pas forcément une meilleure chose, que ça traîne pendant des mois. Vous avez vu l'exemple de l'imprimerie MAM et Gilbert Claret. C'était il y a 6 ans, ça a été très compliqué. Et puis aujourd'hui, finalement, ils ont gagné 6 ans après. Donc on ne sait pas trop ce que ça va donner. Si tant est qu'on retrouve de l'argent sur les actifs de l'entreprise. Mais si vous voulez, si on prend cet exemple-là, Gilbert Claret, eux, ils avaient un problème de compétition. C'était de l'imprimerie. Ils avaient un problème un peu de gestion interne. Puis ils avaient un gros problème de compétitivité par rapport à la Chine, au Mexique, etc. Ils étaient plus compétitifs. Là, c'est un problème de compétitivité à l'intérieur du groupe. C'est ça qu'il faut comprendre. Et en même temps, avec une entreprise qui est compétitive. Elle n'était pas déclinante techniquement. Et d'ailleurs, ils nous l'ont dit. C'est même en Europe l'entreprise la plus compétitive, qui avait des spécialités sur on le voit là sur les couleurs, etc. Donc moi, je pense qu'on pouvait développer un autre projet. Le problème qu'ils ont, et qui démarre, je vous l'ai dit, c'est le problème du plastique. Dans les pays développés, on va dire pour faire court, maintenant, les utilisateurs, on hésite, tout ce qu'on a entendu, à mettre notre plastique au four, au micro-ondes, mais ils ont une petite idée. Et ils pouvaient la lancer sur Jouer Tour, de dire mais pourquoi on ne repart pas vers du verre? Vous savez que ça se développe dans d'autres endroits. Voilà. Et on aurait pu, par exemple, la région, on était prêt à soutenir, faire un moment peut-être de chômage partiel ou d'activité réduite, comme on dit. Mais là, les ordonnances Macron, elles sont le fait que, je pense, ils choisissent la France plutôt que la Belgique. Ils ont un choix stratégique des entreprises de dire on va fermer des unités de production. Mais là, je crois qu'il y a un déclencheur qui font que, finalement, juridiquement, c'est plus facile en France. Pourquoi? Puisque la France vient de faire le choix de dire il faut être dans une économie qui tourne. Donc, plutôt que de maintenir des entreprises qui peuvent être un peu en difficulté, eh bien, il faut accélérer le mouvement. On facilite le licenciement parce que c'est censé préparer les emplois de demain. C'est-à-dire qu'on envoie un signe, on est dans le Choose France, c'est-à-dire aux entreprises étrangères venant en France, parce que pour le moment on avait la réputation en France d'être le pays où c'est dur, il y a des grèves et c'est dur de licencier. Donc le gouvernement, Emmanuel Macron en tête, veut envoyer le message inverse. C'est pour ça qu'il dit vous pourrez, si vous avez une difficulté, venez vous implanter, mais ça pourra aller plus vite, la mobilité. Moi, je ne partage pas tout à fait cet avis-là, parce que là, et je trouve que les syndicats, après, ont bien géré la négociation, ils ont bien joué le coup pour les salariés, là, mais le coût social demeure, le coût pour le territoire, va pas y avoir une reprise tout de suite. Et ça, et d'ailleurs, nous, on regrette, je crois qu'elle a été faite, mais on n'en a pas connaissance, l'étude d'impact. Il faut mesurer ce que ça va coûter au territoire, ce que ça va coûter aussi à l'UNEDIC, parce que vous allez avoir des personnes qui ne vont pas retrouver, je le crains, tout de suite une activité. Voilà. Donc là, il y a deux conceptions économiques. Les Allemands, par exemple, on prend souvent exemple sur l'Allemagne, quand il y a eu la crise, ils essaient toujours de maintenir les gens en emploi, quitte à réduire l'activité. Là, il y a une baisse de commercialisation de 30%. Il n'y avait qu'à baisser l'activité de 30%, et en même temps, avec les collectivités territoriales, préparer peut-être une conversion d'entreprise. Là, on ne fait pas ça. On est à Orlando, en Floride, et puis on dit, bon, alors où est-ce que ça marche moins bien? Il y a l'usine de Tours, elle pèse 4%. C'est le système américain. C'est quoi le système juridique? Là, ils ont bougé, justement, en France, on n'a qu'à fermer celle-là. On a senti ça. M. Moreau et M. Bosch pourront en témoigner. Enfin, le médiateur, pendant que vous étiez en négociation, appelait à chaque fois Orlando. C'est ce que certains de vos collègues m'ont dit. Complètement. Monsieur Baranger,
qui a suivi Tout le était télécommandé par. tout à fait, hein, mais il disait lui-même qu'il était qu'un passe-plat entre M. de Brouwer et D'accord. Orlando. Hein, et à chaque fois que dans la négociation qu'il y avait un point où il fallait peut-être remettre de l'argent sur la table, on était obligé de téléphoner à Orlando, de voir si c'était possible, comment c'était possible, et on revenait à la table des négociations que le lendemain. Alors, sur Internet, eh bien, vous pouvez réagir, bien entendu, envoyer vos commentaires. Je vais en citer quelques-uns. C'est une catastrophe pour jouer les tours, Michel. Marie qui nous dit tout notre soutien aux salariés, c'est scandaleux. Grégory aussi qui dit erreur de stratégie de Tupperware. On pourra en parler, ça. Les Jocondiens trinquent. Les Jocondiens trinquent depuis un petit moment avec d'autres fermetures. On va revenir dans quelques instants. Sur l'erreur de stratégie, j'aimerais que vous puissiez me répondre. Est-ce que il n'y a pas un loupé, il n'y a pas une marche qui a été loupée? Parce que si on va sur Internet et qu'on veut acheter un produit Tupperware, on parlera tout à l'heure de la vente à domicile qui a été quelque chose inventé, qui a été mondialement reconnu, mais qui a peut-être un petit peu d'une autre époque. Quand on va sur Internet, on s'aperçoit que ce n'est pas Tupperware qui arrive en premier. Et on a l'impression aussi que la vente sur Internet, elle a pris un peu de retard. Là, je m'adresse à tout le monde, acheteur de Tupperware. Hein. Quelque part, nous, on parle en tant que manufacturing. Ouais. Mais on voit que les erreurs marketing ne sont pas d'aujourd'hui. Depuis 2011, on s'aperçoit que les ventes baissent, qu'il y a de moins en moins de présentatrices, de moins en moins de réunions, qu'au niveau recherche et développement, on arrive à saturation. Ils n'ont pas réussi à prendre de nouveaux virages. Le virage web, alors là, c'est quelque chose qui... Loupé. C'est complètement loupé. On les voit même sur leur vision 2020, la 2020 ou même la vision de 2018. Il n'y a rien qui va vraiment mettre en avant ce nouveau système de commercial, le e-commerce. La vision 2018, c'est quoi? Alors la vision 2018, toujours des petits placebos, un petit peu à droite à gauche. On se met... on a un site web, mais en fait, lorsqu'on clique sur un produit que l'on veut avoir, on retombe sur une présentatrice. Alors qu'actuellement, les gens veulent cliquer, acheter, recevoir 2 jours après. Bon, quelque part, on peut les comprendre. Et là, il y a un délai important quand on commande. Au niveau marketing, je ne peux pas dire exactement combien de temps. Isabelle, qui sera avec nous tout à l'heure. Oui, je pense qu'elle pourra mieux répondre que moi à ce niveau-là, mais on attend autre chose du commerce. Il fallait préserver, c'est vrai, les présentatrices, parce que c'est aussi quand même... c'est l'histoire de la maison, hein, je veux dire. Et puis, ce sont des emplois. Je ne sais plus combien ils sont de présentatrices maintenant, 25 000 à peu près, je pense. 25 000 en France, plus les emplois dans les concessions, c'est 1 500 emplois. C'est important, hein, 25 000, 17 000. Ça descend chaque année, quoi, ce que je veux dire. Comme il disait Pascal, ils n'ont pas pris le truc du numérique, quoi, ce que je veux dire. Maintenant, la plupart des jeunes, c'est les tablettes, c'est les téléphones, on commande, le lendemain, on peut l'avoir dans la boîte aux lettres, quoi. Oui, et en plus, c'est une grosse société française, un gros site internet qui fait la vente ou la revente en fait, de vos produits plus facilement que le site Tupperware. Vous avez acheté du Tupperware? Non. Non. Alors. Mais je ne suis pas une femme moderne. On a beaucoup dit aussi à une époque, et c'est pour ça que je voulais en parler, c'est que c'était des produits qui ont été énormément copiés-collés. On achetait des produits qui ressemblaient à Tupperware, mais qui n'étaient pas du Tupperware et dont le prix était... Tupperware a pris un peu la réputation d'être un peu cher par rapport aux sous-marques, si je puis dire. C'était cher? Oui, tout à fait. Le Tupperware est toujours resté une gamme de plastique très cher. Mais bon, après, c'était aux présentatrices d'amener justement les arguments pour... Les réunions étaient faites pour ça. Il y a eu un manque aussi d'innovation dans les produits Tupperware. Enfin, on en parlait à l'usine également avec vos collègues. Depuis 40 ans, ils font exactement les mêmes produits. Le bol Tupperware, alors c'est une success story, hein, c'est magnifique depuis les années 50. Hein, voilà. Mais ils nous disaient, à part la couleur, je fais toujours la même chose. Donc, il y a peut-être eu aussi un manque. La marche a été ratée aussi peut-être à ce niveau-là, ne pas savoir se réinventer dans les produits également. Et en effet, le virage du numérique dont vous avez parlé tout à l'heure. Dans les négociations, on a parlé, moi, ce que j'appelle le labo, mais que vous appelez vous différemment. C'est-à-dire, là, on a étudié, moi, j'ai visité il y a 2 ans ou 3 ans. On nous montrait une société en pleine évolution, pleine recherche de nouveaux designs, nouvelles couleurs.
elle existe toujours, elle peut intéresser. C'est quoi cette structure? Alors, je ne sais pas trop ce que vous appelez le labo. Est-ce que c'est la partie qualité ou la partie master batch et Master R&D, batch. développement Voilà, de nouvelles couleurs, de nouveaux Ouais. produits? Ce sont des entités complètement différentes. Mais- le R&D mais est qui sont déjà touchés complètement. Mais qui étaient à jouer les tours quand même, c'est ça qu'il faut rappeler. Ils sont à jouer les tours quand même. Une partie R&D à jouer Ouais. les tours, l'autre partie en Belgique. Voilà, parce que moi, ce que j'ai visité, c'était bien dans le site de Jouer les Tours. Et là, on nous parle de repreneurs possibles. Ah, sur cette partie-là, Master Batch, non, pas du tout. Hein. Non. Le Master Batch va être prolongé de quelques mois parce que là encore, c'est là qu'on voit que l'annonce est faite à la hussarde. C'est qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été prévues. Et donc, tout ce qui est pigmentation, Master Batch, c'est-à-dire on colorise un granulé neutre, n'a pas été prévu. On essaye d'externaliser en Allemagne, mais ça marche très mal. Donc là, encore 4-6 mois de production de Master Batch sur l'usine de Jouer les Tours. Donc on va laisser des gens travailler sur Jouer. Donc le 28 février... C'est pas la fermeture complète. C'est pas la fermeture complète. Et on vient d'apprendre que de la même manière, la logistique pour les concessions France ne pourra pas être distribuée ni à partir de la Belgique, ni à partir du Portugal, mais de la Grèce, mais que ce seront des gens de Jouer les Tours à qui on a annoncé qu'ils allaient être licenciés le 19 octobre, qui vont être repris le 1er mars sur le site de Jouer les Tours pour une période indéterminée. Ça paraît un peu... Tupperware. Bon. Tupperware dans ses grandes œuvres. Bon, vous parliez de Jouer les Tours, vous connaissiez le problème de Michelin avant et aussi de certaines entreprises qui ont quitté la région tourangelle. De la même façon que le préfet précédent m'a expliqué le sujet qui était sur la table avec Tupperware, effectivement, il m'a raconté l'aventure, si on peut dire, pour reprendre votre expression, Michelin. Et puis, il y a toujours des comités d'engagement. D'abord, il y a des comités de suivi des salariés de Michelin, qui, pour le coup, le travail a été bien fait puisqu'il reste très, très, très peu de salariés Michelin qui n'ont pas été reclassés. Très Mais bien. enfin, l'entreprise a une autre envergure en France, c'est un peu différent. Et puis, il y a toujours des opérations financières de réindustrialisation qu'on finance. Mais le site Michelin, lui, est encore en état. C'est-à-dire qu'il n'est pas réutilisé, il n'est pas réinvesti, il n'y a rien dessus. Donc cette partie-là n'est pas terminée du tout. Alors, il y a une partie de l'usine Michelin qui est toujours en activité. Ceci dit, c'est pareil, ça avait été une lutte plutôt intense et je l'avais suivi à l'époque pour les salariés Michelin. Ça avait été très très compliqué, ça avait pris plusieurs semaines. Ils s'étaient aussi butés à une direction qui était plutôt hermétique au départ sur le PSE. Il avait fallu plusieurs manifestations, il y avait eu des blocages de périphériques. Ça avait été un petit peu tendu aussi au niveau des négociations. Ça ne s'est pas non plus D'accord. rectifié un petit peu. Merci Jean-Patrick Gilles d'être venu nous parler donc de votre réaction par rapport à la fermeture du Tupperware. Et puis, oui, parce que je pense qu'on est quand même, encore une fois, dans quelque chose qui est un peu emblématique, notamment à la vitesse à laquelle ça s'est déroulé. Et je pense que de ce point de vue-là, ils avaient quand même bien préparé les choses. Et que heureusement, les syndicats ont été en défense des salariés habilement. Rapidement, Vous parce dites qu'on que ça a été va... préparé. Moi, je suis désolé. Quand on vous annonce une fermeture d'une usine en une demi-heure et qu'une semaine avant, notre directeur Thierry Masdar nous dit qu'on va restructurer l'usine en s'occupant des TMS pour les gens, une semaine après, on vous annonce la fermeture, il y a un problème. Ah, il y a une boîte Tupperware qui est tombée. Mais parce qu'on est, commentaire, on est à l'inverse des autres, on est dans une stratégie monde. Moi, ce que j'ai compris après de la stratégie de Michelin, c'est qu'ils pensent pour eux, en gros, pour faire très court, que le marché européen c'est mort, parce qu'ils vont avoir un problème avec les écologistes. On voit quand ils parlent de, on est dans une société décarbonée, on veut aller vers ça, et alors qu'ils ont des marchés extraordinaires en Asie, donc ils vont se déplacer vers l'Asie. On va regarder, en vous remerciant d'être venu, on va regarder un sujet qui nous rappelle justement toutes ces fermetures qu'il y a eu à une certaine époque et qui risquent peut-être un jour de continuer. Indémodable et international, on le retrouve aussi bien au Mexique qu'en Afrique du Sud. À Jouer les Tours, l'unique site français est cité en exemple comme l'un des plus modernes d'Europe. C'était en 1996, Tupperware, société américaine implantée en Touraine, employait alors 484 salariés. À cette période, leur avenir ne semblait absolument pas menacé. Aucun souci à se faire.
il y a quand même un certain savoir-faire et il faut quand même un certain niveau technologique. Donc vous ne pouvez pas transférer n'importe quoi, n'importe où. Et donc dans les autres pays, cette technologie n'existe pas. Et le personnel pour l'utiliser n'existe pas non plus aujourd'hui. Octobre 2017, la direction générale du célèbre fabricant de boîtes alimentaires en plastique annonce aux représentants du personnel son projet de fermeture d'ici mars 2018. 235 emplois sont menacés. Et les produits les plus compliqués, c'est à jouer les tours que c'est fait. Maintenant, ils vont être faits en Europe, je ne sais pas où encore, mais sûrement au Portugal ou Belgique. Tupperware dispose de 4 usines en Europe, Portugal, Belgique, Grèce et France, la seule à fermer. La direction assure tout mettre en œuvre pour trouver un repreneur. C'est un véritable coup de massue pour les salariés d'Indre-et-Loire qui nous ramène quelques années en arrière. Le choc a joué les tours. Michelin s'apprêterait à supprimer 700 postes, soit les 3/4 des effectifs. Juin 2013, Michelin annonce la fermeture de la filière pneus poids lourds spécifique à l'usine de Joué-les-Tours. 726 postes supprimés sur les 900 que compte le site. L'investissement qui a été fait sur Joué-les-Tours n'a pas été le bon. Ce qui devait nous sauver nous a perdus, quoi. Donc, et ces gens-là qui ont fait ces choix stratégiques, on ne perd pas leur emploi. Ceux qui perdent leur boulot, c'est les ouvriers comme nous. Dernièrement, la direction est venue inaugurer le nouveau site de production qui emploie désormais 215 salariés. 22 millions d'euros ont été investis pour regrouper et rénover les activités restantes, principalement la fabrication d'éléments destinés aux autres usines de groupe. Malgré tout, l'inquiétude demeure. Il n'y a pas eu d'autre solution que la liquidation pour Outiror, société d'outillage basée à Saint-Cyr-sur-Loire. Plus de 240 salariés licenciés en fin d'année 2016. Aucun des repreneurs potentiels n'avait réussi à convaincre le tribunal de commerce d'Orléans. La fin d'une histoire. Voilà, donc on a parlé de plusieurs sociétés, Outiror entre autres. Mathieu, vous avez une explication à ces départs de grosses sociétés comme ça de la région? C'est un petit peu le tissu industriel. On n'est pas sur une grosse région industrielle non plus, il faut le rappeler. Non plus, mais enfin quand même c'était des poids lourds. Mais ça reste des poids lourds dans la région. C'est des entreprises qui se sont installées pendant les 30 Glorieuses pour beaucoup. Il y a aussi pour beaucoup, et là-dessus je suis assez d'accord avec ce qui s'est dit tout à l'heure sur les salariés Tupperware, c'est des entreprises qui avaient des salariés plutôt anciens, qui sont arrivés dans les années 70 au sein des entreprises. Et du coup, pour les directions aujourd'hui, c'est un peu plus facile aussi de faire passer des plans sociaux derrière. Là, pour le coup, après, c'est des décisions, je pense, très court-termistes aussi. On voit Michelin. L'argument était une chute de l'activité poids lourd en Europe. Depuis, elle a redémarré. Donc c'est toujours compliqué quelques années plus tard. Donc c'est des logiques très très court-termistes parce qu'il faut faire de l'argent rapidement. Le chiffre d'affaires est jugé à l'année. Les actionnaires demandent aussi. Donc il y a une logique capitalistique derrière. C'est pas plus bête que ça en fait. Je pense. Non, on est quoi dans une société qui dit l'humain, oui, le profit, certainement. Alors moi, je ne vais pas me prononcer sur la stratégie de l'entreprise et sur le fondement du capitalisme, je crois que ce n'est pas le sujet. Ce serait un vaste débat. Voilà, je pense qu'effectivement, il y a un problème économique certain, comme il y avait un problème chez Michelin, monsieur Gilles l'a bien rappelé. Après, l'entreprise a sa propre réponse. La réponse de Tupperware, c'est de dire on se réarme sur la Belgique, le Portugal, la Grèce, mais on ne peut pas dire quand même. C'est vrai qu'il y a eu. Les discussions ont été difficiles au début, mais quand même le PSE. Je ne parle pas des supralégales, mais le plan pour accompagner les salariés, il est quand même assez correct. On ne peut pas dire non plus, au moins peut-être pour les gens avec qui j'ai négocié ici de chez Tupperware, je n'ai pas eu le sentiment qu'ils méprisaient les salariés. Alors après, la façon dont tout ça a été expliqué, annoncé aux salariés, c'est effectivement assez inadmissible. Et je crois que mon prédécesseur avait lui-même exprimé beaucoup de mécontentement par rapport à ce que vous avez dit sur la façon d'abord dont vous avez été informés, la façon dont les élus aussi ont été informés, ou plutôt pas informés. Mais voilà, il y a une logique économique malgré tout, et on ne peut pas demander aux entreprises de faire autre chose que leur métier. Mathieu ? Moi, je vois surtout un problème, c'est aujourd'hui, Tupperware prend sa décision, elle tombe comme un coup près. Il n'y a pas eu d'anticipation, y compris avec les collectivités. Je me rappelle des débats suite à la réunion en préfecture et des élus et de la direction de Tupperware. Certains élus nous ont dit on aurait pu les accompagner.
même au sein de Tupperware, il y a, il me semble, 60, et je pars sous votre couvert, au niveau des chiffres, je les ai plus en tête, mais 60 départs en retraite d'ici 2020, il me semble, sur les 235 emplois. Est-ce qu'on n'aurait pas pu envisager c'est à peu près ça, 60. des plans de départ anticipés pour viser un peu plus long, tout en étant accompagnés par les collectivités? Et je pense que là, il y a un vrai sujet sur lequel les élus, les collectivités vont C'est devoir pas bien d'être pencher. âgé dans une société, non? C'est ce que on pourrait dire. J'espère que c'est une qualité, parce qu'on n'a plus tous 25 ans. Oui. Mais vous avez raison, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait probablement d'autres solutions que la fermeture directe. Mais est-ce que les autres solutions auraient permis à la société de gagner en compétitivité sur le reste, sur l'Europe et sur le reste de ses ventes? C'est pas non plus sûr, on le sait pas non plus. Elle est là avec nous, Isabelle. C'est une démonstratrice. Voilà. Eh oui. Voilà. Alors, vous faites encore ce que l'on appelle, qui a été créé il y a très longtemps, au tout début d'ailleurs. Bronnie Wise, c'était son nom, est venu dans cette société pour inventer la vente à domicile. Vous vendez à domicile. Oui. Quand vous avez appris que Tupperware France, c'était fini, ça vous a inquiété ou pas? Alors, Tupperware France, ce n'est pas terminé. Oui. Le site industriel. Le site de Jouer les Tours, d'accord. Le site de Jouer les Tours va fermer. Donc, effectivement, niveau humain, on est quand même forcément touché, puisque, effectivement, comme vous en parlez depuis tout à l'heure, ça n'a pas forcément été fait de façon très correcte. Après, au niveau donc de Tupperware France, j'ai envie de dire, ça continue, puisque les ventes. Le commercial n'est pas du tout impacté, puisque les produits seront produits, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans d'autres usines et seront vendus et livrés de la même manière aux clients via les animatrices. Donc j'ai envie de dire, pour les clients, finalement, ça ne change pas grand-chose. Ils auront toujours leurs animations, leurs ateliers culinaires. On l'a bien vu dans le documentaire, c'est incontournable, enfin, je veux dire, ce système. Mais est-ce que vous, lorsque vous faites ces réunions chez vous ou ailleurs, chez quelqu'un d'autre, est-ce que vous sentez que c'est encore d'actualité ou que c'est une clientèle un peu d'un autre âge? Ou au contraire, vous avez des jeunes personnes qui viennent acheter? Alors, il y a toujours les inconditionnels, j'ai envie de dire, donc les dames qui connaissent effectivement les produits depuis longtemps, qui ne sont plus forcément le cœur de cible actuel, puisqu'on est beaucoup sur des produits micro-ondes. Elle va nous vendre quelque chose. Là, oui. Mais effectivement, notre travail, c'est aussi d'aller chercher, j'ai envie de dire, la clientèle plus jeune qui, elle, malheureusement, a gardé l'image de la boîte de mamie ou de maman. Et en fait, il est là le problème, le problème qui n'en est pas tout à fait un, c'est que les jeunes pensent que Tupperware, c'est d'un autre âge. Mais non, puisque quand on arrive à les faire venir en atelier, qu'on leur démontre les produits, qu'on leur explique, ils achètent et ils trouvent ça fantastique. Mais vous êtes d'accord aussi que le copier-coller, c'était terrible pour Tupperware. Je veux dire, on a reproduit des boîtes hermétiques qui se fermaient à moindre coût. Est-ce que vous avez senti quand le marché asiatique, par exemple, s'est occupé de ces boîtes-là? Ils font pas les mêmes produits d'ailleurs, mais ça y ressemble beaucoup. Alors, on sent effectivement rien que les clients nous disent je vais aller dans un grand magasin suédois pour aller acheter mes boîtes. Alors, déjà, ce n'est pas que des boîtes Tupperware, comme vous l'avez dit. Il y a beaucoup d'autres produits de préparation, de cuisson. Ce n'est pas uniquement de la conservation. Il faut bien le préciser. Il y a quand même beaucoup de choses à voir. Et... On le voit sur le plateau, de toute manière, on a vu différents produits. Voilà. Et puis après, il y a aussi un niveau qualitatif. Puisqu'une boîte que vous allez acheter, je ne sais pas, à 5 €, vous n'allez pas la garder 30 ans. Vous n'avez pas un SAV derrière, vous n'avez pas les conseils qui vont avec. Et vous n'avez pas de pièces détachées, puisque chez Tupperware, on a aussi un service de pièces détachées si vous avez un problème. Je veux un acheteur, là. Non, moi j'ai surtout une question un peu par curiosité. Est-ce que le Made in France, c'était un argument de vente pour vous au sein de vos réunions? Est-ce que vous pensez que ça peut du coup jouer? Alors, c'en était un. Mais ce qu'il faut quand même préciser aux acheteurs, c'est que tout n'était pas produit à Jouer les Tours. Tout notre catalogue n'était pas produit à Jouer les Tours. Donc finalement, ils avaient quand même une majorité, enfin une grosse partie de leurs produits qui venaient déjà d'autres usines. Donc finalement, le produit en lui-même, la qualité, ça ne changera rien.
Non, je pense qu'en leur expliquant, ils vont bien comprendre qu'ils auront les mêmes produits entre les mains. Internet, ça vous dérange pas dans les ventes? Il y a des gens qui disent c'est pas mal, et puis finalement, hop, je vais passer par ailleurs et je vais aller. Alors, le problème quelque part d'Internet, c'est que les gens vont acheter le produit qu'ils ont envie d'acheter. Alors déjà, il viendra d'autres pays, dans le sens où on n'a pas les mêmes produits dans tous les pays, on n'a pas les mêmes collections. Et puis, les produits Tupperware ont besoin d'être expliqués. Il faut le rappeler, c'est aussi pour ça qu'on continue la vente à domicile. On a besoin d'expliquer aux clients les fonctions et puis aussi l'entretien des produits. Alors, vous pouvez acheter sur Internet, mais ça va être compliqué de dire après que votre produit est abîmé si vous n'avez pas eu les instructions. Pourquoi vous souriez là? Je souris parce que je pense que une personne pourrait lui expliquer que comment ouvrir une boîte plastique, on n'a pas besoin d'aller dans une réunion. C'était deux marchés parallèles qui n'ont pas été mis en place. On a tout à fait compris qu'il fallait préserver le système de réunion pour expliquer pour vraiment des produits, avec des recettes. Il y avait toute une philosophie autour de tout ça. Après, j'ai envie d'acheter un Tupperware, je l'ouvre, je le ferme, je mets quelque chose dedans, je le mets au frigo. On n'a pas besoin d'une explication. Internet suffit, on clique, on achète et... Alors, là... Prenez votre micro. Je fais la cuisine à la maison. Il n'a pas fait souvent, oui. Je fais la cuisine et je me sers de Tupperware. Bon, après l'émission, elle organise une petite réunion. Donc, on va pouvoir acheter ce que l'on veut. Je vais quand même me permettre de répondre. Voilà, c'est que toutes les boîtes ne vont pas au micro-ondes, par exemple. On a des boîtes qui vont au congélateur, qui ne peuvent pas aller au micro-ondes. Si elles sont abîmées, on ne pourra pas vous les reprendre. Et ce sont plein de petites astuces, de petits conseils comme ça qu'on va vous donner pour que le service après-vente puisse fonctionner. C'est une bonne vendeuse, hein? Tout à fait. Il n'y a rien à lui reprocher. On fait nos achats après, on vous dira. Bon, moi, je voudrais 235 emplois. Je voudrais revenir sur la casse. Comment vous deux, tous les deux, là, vous allez gérer ça dans votre tête? L'avenir, c'est quand même recherche d'emploi. Il nous reste quelques années à faire. Malheureusement, on aurait bien aimé couler tout doucement jusqu'au bout. On avait proposé à la société Tupperware une TFC, c'est-à-dire c'est une transition fin de carrière, qu'ils n'ont pas voulu mettre en place. Donc oui, il faut absolument se relancer. Ça va être très difficile, 56 ans. On a des compétences, on y croit encore, on est optimiste, convaincu, convaincant, c'est ce qu'on essaye de se dire. Après, pour d'autres personnes, ça va être beaucoup plus compliqué. Oui. On en a vu dans des reportages qui étaient un couple particulièrement. Ça va être beaucoup plus compliqué pour les couples, des femmes seules avec enfants. C'était presque familial en plus. Oui, on ne peut pas non plus dénigrer Tupperware. Tupperware nous a fait vivre pendant 30-40 ans. Si on est resté si longtemps, c'est que la cuisine était bonne aussi. On a amené quelque chose. En retour, on avait un salaire qui n'était pas négligeable. Après, on a vu tout se dégrader depuis 2010-2011, où là, chute des ventes, les machines qui partaient, pas de réinvestissement, de nouveaux produits. Vous avez la pêche? Complètement. Non, il faut rester positif. C'est ce que je dis aux autres salariés. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'il reste un mois à faire dans l'entreprise. Ça, c'est dur. Moralement, c'est très dur pour les gens. Nous, en tant que d'IRP, on essaye de les suivre moralement. Et comme je disais tout à l'heure, le 28 février va être très dur pour certaines personnes. Parce que là, le problème, c'est que les gens, ils sont entre eux. Pendant 8 heures, ils travaillent, ils discutent. Mais comme je vous disais, il y a pas mal de personnes seules qui vont se retrouver tout seuls chez eux. Et là, ça va être très dur. En tout cas, merci à vous tous d'être venus témoigner, débattre, échanger, montrer les produits, comprendre. On a pu à peu près comprendre ce qui s'était passé d'une manière un peu brutale. C'est peut-être le terme que on va retrouver. À lire, la saga Tupperware, la française, c'est au Cherche Midi. C'est une jeune femme qui s'appelle Bénédicte Jourgeot qui a écrit ce livre. On en a parlé d'ailleurs dans le documentaire. Et alors, étonnamment, elle a parlé d'une héroïne américaine. Bénédicte Jourgeot, c'est le prix du livre romantique, mais en fait, c'est la vie de Bronnie Wise. Bronnie Wise, juste pour terminer, a été la collaboratrice de Monsieur Tupper. Elle a inventé la vente à domicile. Elle est morte dans la misère, virée par la société. Merci à tous, à une autre fois.